Aujourd'hui, on va se pencher sur une question. Une question qui, je pense, turlupine pas mal de monde. Mhm. C'est ce sentiment un peu étrange, ce paradoxe qu'on sent au sujet du Canada, là, à l'aube de 2026. Oui, d'un côté ça tient, ça résiste. C'est ça, on a l'impression d'un pays solide, qui encaisse bien les chocs, qui ne s'effondre pas, mais de l'autre, il y a cette impression de surplace. Comme si on patinait. Voilà, comme si on n'avançait plus vraiment, une stabilité qui commence à ressembler beaucoup à de l'immobilisme. C'est un sentiment très partagé, et c'est justement le cœur d'une analyse assez fascinante qu'on a sous la main. Oui, un document du laboratoire d'analyse des discours contemporains. Exactement, qui fait le bilan de 2025 pour mieux se projeter sur ce qui nous attend en 2026. Et leur diagnostic il est assez direct. Absolument. Alors, l'objectif, c'est de plonger là-dedans, de décortiquer un peu ce paradoxe, comprendre ce qui se cache sous cette surface de tranquillité. Les tensions, les points de friction. Et surtout, les grands choix qui s'annoncent et qu'on pourra plus repousser, j'imagine. Bon, alors, déballons tout ça. On pourrait commencer par le portrait de 2025. D'abord, l'économie. Allons-y. Alors, sur le plan économique, le tableau est ambigu. L'analyse le montre bien. Si on regarde juste les grands indicateurs, La croissance modeste, l'inflation qui se calme un peu. oui, les chiffres de l'emploi qui sont corrects, on pourrait se dire que, bon, ça va. Mais ça colle pas. Ça colle pas du tout avec le vécu des gens au quotidien. C'est tout le nœud du problème, en fait. L'analyse, elle conteste pas ces chiffres. Elle dit juste qu'ils masquent une autre réalité. Hmm. On a la macroéconomie qui semble tenir, et puis la microéconomie, celle du portefeuille. Qui souffre, c'est exactement ça. Et le texte met des mots très justes sur ce ressenti. Il dit « Les salaires traînent, les prix de l'épicerie s'installent durablement dans les budgets, le travail se fragmente. C'est très bien résumé. La conclusion, elle est nuancée, mais elle frappe. L'économie n'est pas en crise, elle est sous pression, tout le temps. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'analyse essaie d'expliquer comment ça tient, malgré tout ça. Ah oui, Et c'est pas grâce à une productivité incroyable ou à une vague d'innovation. Ça tient beaucoup grâce à deux choses. L'endettement des ménages, d'abord, qui maintient la consommation, j'imagine. ouais, et un concept que je trouve très fort, la patience collective. En gros, les gens serrent les dents, ils s'adaptent, ils absorbent les chocs. Mais c'est une stratégie de survie, quoi. Pas de prospérité. Cette idée de patience collective, c'est puissant. Ça suggère qu'on puise dans une sorte de ressource sociale sans même s'en rendre compte. On l'épuise, oui. Mais est-ce que ça peut durer éternellement? Surtout si, comme le dit l'analyse, les problèmes de fond sont pas réglés. La productivité qui plafonne, les investissements qui... Qui tarde à venir. C'est la question à millions de dollars. Et le texte semble dire que non, ça peut pas durer. D'ailleurs, il qualifie les mesures prises récemment, Comme le resserrement de certaines formes d'immigration. par exemple, oui, pour alléger la pression sur le logement. L'analyse appelle ça un pansement. Ça soulage sur le moment, mais ça ne guérit pas la blessure. On s'attaque pas au modèle lui-même. Donc, si l'économie est sous pression, la question logique, c'est comment le politique réagit. Est-ce qu'on tente des choses audacieuses ou... Où on met un casque et on attend que ça passe. C'est un peu ça, hein. Et l'analyse est une idée assez claire là-dessus. L'image du casque est bonne. Le document décrit un gouvernement en mode défensif. C'est-à-dire? C'est-à-dire que chaque décision est analysée, sous-pesée, presque paralysée par l'impact qu'elle pourrait avoir sur les sondages. Ah oui, Le texte note, et c'est assez frappant, que la popularité est devenue un indicateur presque aussi scruté que le PIB. Ça en dit long. ça donne l'impression que l'objectif principal, c'est de fâcher personne. Voilà. Et pour illustrer ça, l'analyse liste une série de dilemmes qui semblent devenus permanents. Logement ou climat, santé ou finances publiques. Immigration ou cohésion sociale. Exactement. On est comme coincé dans des choix binaires où on peut rien faire sans sacrifier autre chose. Et ce qui est fin dans l'analyse, c'est qu'elle parle pas de cynisme. L'auteur dit pas que les politiciens sont mal intentionnés. Il utilise le mot prudence. Mhm. Le problème, c'est que cette prudence poussée à l'extrême, elle devient une forme d'inaction. Elle finit par, je cite, immobiliser le pays. Attends, donc le discours politique dominant, ce serait plus de dire voilà où on va, mais plutôt voilà pourquoi on ne peut pas aller plus vite. C'est exactement la thèse. On passe plus de temps à expliquer les contraintes qu'à définir une vision. On gère les problèmes au jour le jour. Plutôt que de tracer un chemin pour l'avenir. C'est ça. Et pendant ce temps, sous cette surface un peu immobile,
La pression, elle continue de monter dans certains secteurs critiques. Parlons-en de ces points de rupture. L'environnement, par exemple. Le discours officiel, il est impeccable. Ah oui, on coche toutes les cases. Réduction du méthane, crédit d'impôt pour les technologies vertes, tout y est. Mais l'analyse dit que l'adhésion de la population, elle reste très fragile. Et la raison, elle est moins idéologique qu'on le pense souvent. C'est très pratique en fait. C'est-à-dire, Pour une famille qui a déjà du mal à payer son loyer, son épicerie, la transition écologique, c'est perçu comme une série de coûts immédiats. la taxe carbone, changer la voiture, la thermopompe. Voilà. Tout ça pour des bénéfices lointains et collectifs. Dans ce clan, c'est A entre les pro-climat et les anti-climat. C'est plutôt entre l'urgence de la fin du mois. Et l'urgence de la fin du monde. Exactement. Le texte dit que c'est une tension logistique, très concrète, presque quotidienne. C'est une question d'hiérarchie des angoisses finalement. Précisément. Et l'analyse suggère que tant que ces urgences du quotidien sont pas mieux gérées, la mobilisation pour le climat restera un projet, un peu pour ceux qui en ont les moyens. Pas le grand projet de société unificateur que le gouvernement espère. Et l'urgence numéro 1, celle qui semble tout aspirer, c'est ce que l'analyse appelle le point de rupture potentiel. Le logement. C'est devenu plus qu'un dossier parmi d'autres, c'est le nœud central de toutes les tensions. C'est devenu l'épicentre de tout. L'analyse est très claire là-dessus, que ce soit le marché du travail, la santé mentale, la capacité de déménager pour un emploi, ou même, Des décisions plus intimes. oui, comme avoir un enfant. Tout aujourd'hui est conditionné et souvent bloqué par la crise du logement. Et ça a un visage très humain, hein. C'est l'infirmière qui peut plus habiter dans la ville où elle travaille. Ou le jeune couple qui repousse le projet d'avoir un enfant parce qu'ils sont coincés dans un 3,5. L'analyse est dure. Elle dit que malgré toutes les annonces, la précarité résidentielle se normalise. On s'habitue à ce qui était inacceptable. Et ça mène à la phrase la plus sévère de tout le document, je pense. L'auteur écrit que le logement n'est plus une promesse collective. Ouf. C'était un des piliers du contrat social canadien, ça. C'est devenu, je cite, un privilège que l'on négocie souvent à perte. C'est une affirmation incroyablement forte. Ça dit que quelque chose de fondamental, c'est brisé. Oui, dans l'idée même qu'on se faisait du pays. Le dernier amortisseur social que le texte mentionne, c'est le système de santé. Il plie, mais il rompt pas. C'est ça, il absorbe tout. La pression démographique, le vieillissement, les conséquences des autres crises, mais sans réforme majeure. Il encaisse. Il encaisse, oui. Et c'est un point clé. Le système tient, mais au prix d'une fatigue institutionnelle qui est colossale. Et l'analyse met le doigt sur une confusion qu'on fait souvent. Laquelle? On prend cette capacité à endurer pour de la résilience. Mais c'est pas la même chose. La résilience, c'est la capacité à se transformer après un choc. L'endurance, c'est juste tenir le coup. Et le texte suggère qu'on est devenu des experts en endurance, pas en résilience. C'est exactement ça. Alors, si on met tout ça ensemble, une économie qui s'essouffle, une politique qui hésite, des services qui s'épuisent, quel est le vrai danger? L'analyse est surprenante là-dessus. Le risque, c'est pas l'effondrement. Non, c'est pire d'une certaine manière. C'est l'habituation. C'est l'idée la plus dérangeante de tout le texte. Le risque, c'est de s'habituer. S'habituer à ce que les jeunes puissent plus acheter de maison. S'habituer à des services publics dégradés. S'habituer à une économie qui ne crée plus vraiment d'opportunités. On s'habitue en fait à un horizon plus bas, à des attentes réduites. Et ça, c'est un déclin silencieux. 2025 est donc décrite comme l'année de l'endurance. L'année d'un pays qui prouve qu'il peut encaisser, tenir le coup. Exactement. Et c'est là qu'arrive la phrase choc qui résume tout ça et qui nous fait basculer vers 2026. L'auteur écrit « Tenir n'est pas avancer ». Et la stabilité sans direction finit toujours par devenir une forme élégante d'immobilisme. Voilà. Waouh, c'est une phrase qui frappe, non? On pense être en sécurité dans la stabilité, et l'analyse nous dit que c'est peut-être juste une autre forme de déclin, plus lente. Plus confortable peut-être. Et ça prépare parfaitement le terrain pour 2026. Parce que si le Canada est immobile, le reste du monde, lui, l'est pas du tout. Et c'est là que tout bascule. C'est le grand changement annoncé. Si 2025 c'était l'année de l'endurance intérieure, 2026 ce sera l'année du positionnement forcé par l'extérieur. On ne pourra plus se permettre d'être spectateur. Non. Et la raison principale, c'est que l'environnement international, à commencer par notre voisin américain, se durcit. Considérablement. Le document parle d'une relation avec les États-Unis qui change de nature. Elle deviendrait, et là je cite, moins prévisible, plus transactionnelle, parfois franchement impatiente.
Fini le temps où il suffisait d'être un bon voisin fiable et... Et sympathique. C'est ça. L'analyse décrit une nouvelle administration américaine qui sera obsédée par ses propres intérêts industriels avec des politiques protectionnistes agressives. Quand la source dit que le ton va devenir plus brutal, plus conditionnel, ça veut dire quoi concrètement? On parle de nouveaux tarifs douaniers, De renégociation de traités comme la CEM? L'analyse suggère que tout est sur la table. Le ton va devenir plus direct, ce sera « Qu'est-ce que vous nous apportez? En quoi vous servez nos intérêts ?» Washington ne fera plus de cadeaux. Exactement. Et face à ça, le Canada n'a pas 36 solutions. Il doit activer d'autres leviers. Et c'est là que les fameux accords de libre-échange avec l'Europe et l'Asie, qui semblaient parfois un peu théoriques. Deviennent soudainement des outils de survie économique. Exactement. L'analyse insiste là-dessus. Ce sont plus des options, ce sont des leviers stratégiques. Il s'agit plus seulement de diplomatie, mais de trouver des marchés concrets et stables. Pour notre énergie, nos minéraux critiques. Nos technologies, notre agriculture. 2026, c'est l'année où ces partenariats doivent passer du papier à la réalité du terrain. Mais il y a un « mais », et l'analyse le souligne bien. C'est un point crucial. Cette diversification, elle a un prix. L'Europe, par exemple, va exiger des garanties sur le climat, des normes sociales élevées. D'accord. L'Asie, de son côté, va demander de la rapidité, des infrastructures portuaires fiables, une capacité à livrer la marchandise à temps. En gros, ces nouveaux partenaires vont nous demander d'être performants. Attends, donc si je comprends bien, l'analyse dit que notre plus grand défi international en 2026, ce sera pas notre diplomatie? Non. Ouais, mais notre capacité à construire des logements, des ports, et à prendre des décisions rapidement, chez nous. C'est une idée contre-intuitive mais puissante. C'est la boucle qui est bouclée. C'est la conclusion la plus forte de l'analyse, je trouve. L'enjeu de 2026 n'est pas fondamentalement géopolitique, il est intérieur. La grande question devient... La grande question, c'est est-ce que nos capacités domestiques peuvent suivre nos ambitions internationales? Ou est-ce qu'on va se retrouver à promettre des choses qu'on n'est pas capable de livrer à cause de nos propres blocages? Le message final pour 2026, c'est donc un appel à sortir de l'ambiguïté. Oui. Passer, dit le texte, d'une stabilité défensive à une stratégie assumée. Arrêtez de juste tenir et commencer à choisir. Et ça nous mène à la toute dernière phrase, qui est une sorte d'avertissement. Le Canada n'est pas obligé de devenir un pays radical qui change tout du jour au lendemain, mais, et c'est le mot-clé, Il devra cesser d'être un pays hésitant. voilà. Dans un monde de plus en plus dur, où les blocs se forment, où les transitions s'accélèrent, l'hésitation n'est plus une position tenable. C'est plus une question de résilience, mais de direction. C'est une conclusion très forte. L'analyse met sur la table ce choix très clair entre tenir et avancer, entre l'hésitation et la direction. Et ça laisse une question en suspens, une question parfaite pour la réflexion. Si le Canada devait vraiment signaler un changement de cap, quelle serait la première décision difficile, concrète, qui montrerait qu'il a cessé d'hésiter? Est-ce que ce serait une intervention massive sur le logement, quitte à tout bousculer? Un pari définitif sur l'énergie verte? Ou peut-être un alignement stratégique beaucoup plus clair sur la scène mondiale? La réponse à cette question, La réponse définira sans doute l'année 2026.